Cette semaine, on parle agriculture. C'est la fin des récoltes. Ça tombe bien. On est en novembre à peu près? Oui. Bon, voilà. Qu'est-ce qui se passe dans le monde agricole en novembre? Bien, c'est la fin des récoltes, mais aussi on a toutes les fermes laitières, on a tous les producteurs. Il y a beaucoup de stress. Et souvent en agriculture, ce qui arrive, c'est qu'ils sont liés avec des contraintes. C'est les contraintes dans le temps, les contraintes. Un agriculteur, là, tu ne dis pas, ben, je m'en vais, j'ai une fin de semaine à moi. Tu as une terre, tu as du bétail, tu as de la gestion. Et c'est très dur la main-d'œuvre en agriculture. Donc, tu travailles, tu rentres chez vous. Ton lieu de travail, c'est ta maison souvent. Tu travailles où tu habites. Donc, pour faire la coupure, il n'y en a pas vraiment de coupure. C'est tes animaux, tu en prends soin. Fait que c'est vraiment une roue qui ne finit jamais, jamais, jamais. Et on connaît notre agriculture maintenant. C'est plus des petites fermes. C'est dur de dire, bien, je vais être agriculteur, je vais avoir 4-5 poules, 3-4 vaches. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Si tu t'en vas dans l'agriculture, bien, il faut que tu sois compétitif, il faut que tu aies des grands espaces, des grands champs. Ça veut dire des grosses hypothèques. Ça veut dire que ça coûte cher, c'est compliqué, tu gères une business, c'est plus juste aller traire les vaches. Il y a tout le côté gestion administrative, il y a tout le côté responsabilité et les lois. Parce que comme les agriculteurs, c'est le grenier du Québec, c'est eux qui nous font manger, bien, on veut manger sain, on veut manger que ça a bien de l'allure. Donc, ils ont des normes énormes. Normes énormes? Oui, c'est correct. C'est une belle poésie. Oui, ils ont des normes énormes sur le dos versus du MAPAC puis de l'industrie. Et ils croulent dans la paperasse et dans l'organisation. C'est compliqué d'être agriculteur. Souvent, on voit ça comme très champêtre. Hein? Ah, il part, le petit brin d'herbe dans la bouche. Oui, c'est ça. Ça, on va voir ses On va vaches. pelleter de la paille. Yes. Ça va être parfait. On va parler à Marguerite, notre belle grosse vache ce matin. Mais non, ça ne marche pas de même. Il y a un rendement à faire, il y a le lait, il y a des contrôles sur le lait. C'est énorme, les contrôles. Les quotas sont dispendieux. Après, tu te dis, je vais tout léguer ça à mes enfants. C'est des dettes, c'est des paiements, c'est compliqué. La vente est compliquée. Il y a vraiment... L'UPA est là-dedans, dans tout ce qui est produits laitiers. Et tout ce qui est maraîcher, bien, c'est aussi comment je distribue mes trucs. Ça te prend des places, là. Si tu as fait pousser 10 000 tomates, il faut quelqu'un qui les achète. Maintenant, on est à la bourse. L'agriculture, c'est plus vraiment local. Là, ça renaît des cendres. Ils sont en train de dire, soyez humains, on n'est plus capable d'être dans la grosse production. Mais on a beaucoup, beaucoup de cultivateurs au centre du Québec, excusez le terme, agriculteurs, producteurs, qui sont pris dans ça, dans ce stress-là constant de performance. Puis dans le fond, ce qu'ils voulaient, eux autres, c'est prendre soin de la terre, cultiver, prendre soin des animaux, puis tu sais, avoir une petite routine de 5 à 5 parce que ça se couche à 5 heures. Oublie ça, c'est pas du night life des agriculteurs, pas du tout. C'est ce qu'ils voulaient, mais ils ne l'ont pas parce que c'est dur. Donc, il y a des travailleurs de rang qui se sont installés au centre du Québec puis ils sont formidables. Parce que pour aller leur jaser, ils n'ont pas le temps, ils travaillent du lundi au vendredi, ils sont sur la terre, ils ne viennent pas d'un CLSC, on ne les voit pas, on les oublie. Fait qu'on a dit, OK, on va mettre en place des travailleurs de rang pour aller les voir, dire, hey, comment ça va chez vous? Ils ont besoin d'un soutien. Il y a beaucoup d'épuisement chez nos agriculteurs. Et puis, s'ils s'épuisent, on va manger quoi? Tu sais, le blé d'Inde, puis tout. Il ne faut pas qu'on les épuise. Non, en effet. Puis, il y a aussi le fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui passent de famille en famille, puis que c'est aussi des gens qui n'ont pas nécessairement l'habitude de s'ouvrir sur leurs émotions, sur ce qu'ils vivent, sur leur stress qui les pèse. Donc, de toujours garder ça en dedans, c'est pas nécessairement bon. Puis des fois, on a besoin d'aide pour trouver des solutions. Bien, c'est super intelligent ce que tu dis parce que c'est vrai, c'est de famille en famille. Fait que tu gères ta petite paperasse tout seul, tu gères ta paperasse en famille avec ton gars, ton fils, ta femme. C'est rare que tu as un réseau de cultivateurs. Tu vas peut-être avoir certaines associations, mais est-ce qu'ils y vont vraiment? Je ne suis pas certaine qu'ils y vont. On a des gens présentement dans nos organismes qui ont de la difficulté ils vont finir leur petit rêve de cultivateur. Puis on dit, hey, c'est triste. Parce qu'ils n'ont pas de ressources. Comme tu dis, c'est vraiment intrinsèque dans la famille. Ils ont géré ça de même, puis ils ont dealé avec les problématiques à l'interne avec une famille, sans ressources extérieures nécessairement.
Mais surtout aussi que depuis, j'ai l'impression, quelques années, la production agricole est devenue beaucoup plus des entreprises agricoles que juste une ferme familiale. Ouais. Donc, le poids de la valeur monétaire, de la valeur des choses, j'avais entendu dire quelqu'un qui disait « Ma ferme vaut des millions, mais j'ai même pas d'argent pour aller m'acheter une pinte de lait. » Oui. Donc, il y a une différence entre la valeur de ce qu'on a, une valeur virtuelle versus l'argent qu'on a dans les mains. Souvent, j'ai dû aider des familles qui avaient des fermes, justement, puis en tant qu'intervenante sociale, tu fais mais il est où le problème? Tu as un tracteur à 200 000, tu as des quotas, je comprends pas. Puis quand tu te déposes, puis tu regardes la réalité, tu fais hi, c'est vrai, un coup tout payé, il reste pas grand-chose. Ils sont un peu esclaves de l'entreprise, mais ils rêvent tellement, ils se disent, je vais finir par, mais la marche est tellement haute. Puis souvent, tu vas embarquer tes enfants là-dedans, mais c'est des montants astronomiques que tu dis, je l'embarque là-dedans, il n'y a pas les reins solides, passe pas à la banque. C'est très, très compliqué. C'est plus, je dirais il y a un petit côté humain qui est en train de partir, puis ça crée beaucoup d'anxiété, de dépression et de troubles chez nos cultivateurs. Bien, producteurs, agriculteurs et cultivateurs, parce que j'aime bien le mot, là, on va le dire. C'est vrai, c'est un peu triste. Mm-hmm. Alors, cette semaine, qui est-ce qu'on reçoit? Lisa Pierre Bolduc, qui est travailleuse de rang, puis c'est super génial, parce qu'elle est ici au centre du Québec. Fait qu'on l'a pour nous autres. Tous les cultivateurs du coin ont accès à une fille merveilleuse qui va aller les aider. Puis même si elle ne peut pas les aider, elle peut-tu les écouter? Juste ça, j'imagine que, tu sais, vider le seau, on va utiliser le terme seau, le seau de merde, là, juste le vider une fois de temps en temps, faire « Urk, je suis fatiguée ». Je pense que Lisa Pierre Bolduc, elle a un rôle à jouer vraiment essentiel dans le centre du Québec actuellement. Super. Alors, on la reçoit de l'autre côté, Lisa Pierre Bolduc. On se retrouve. Bien, c'est ça, pour parler de stress en milieu ruraux, puis dans nos entreprises, qui est rendu des entreprises, là, comme on disait tantôt, c'est plus des fermes. On accueille Lisa Pierre Bolduc, qui est travailleuse sociale et travailleuse de rang, pas de rue, de rang. Salut, Lisa. Et salut à vous deux, ça va bien? Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'a amené dans le monde agricole? Moi, je viens du milieu agricole. Je viens d'une famille de production laitière et production acéricole. Fait que le milieu agricole, c'est un milieu que je connais, que j'ai grandi les deux pieds dedans, là, comme je pourrais dire. Puis bien, c'est après mes études universitaires dans le domaine de la relation d'aide, en travail social, comme tu le nommais, que je me suis dit pourquoi pas jumeler le travail social, la relation d'aide et le milieu agricole auquel je suis grandement attachée. Puis en plus, tu avais les pieds dedans, comme tu dis. Exactement. Elle a pilé dans la bouse. Elle sait c'est quoi, elle vient de la ferme. Fait que tu étais ton propre sujet de recherche. Peut-être, disons-le comme ça. Mais tu sais, on a parlé les épisodes précédents, on a parlé beaucoup de stress partout. Le stress chez soi. Et le stress aussi en entreprise. Puis on a oublié un milieu qui passe vraiment en dessous. En dessous du radar, on ne le voit pas, c'est notre milieu agricole. Que maintenant, c'est plus les petites fermettes idylliques. Mais c'est vraiment rendu, comme tu me disais tantôt, des entreprises, c'est gros, c'est de la gestion. Le stress rentre dans ces milieux-là, mais l'aide est où et comment? C'est pour ça qu'on t'a invité, pour que tu nous parles de ça. Mm-hmm. Bien, exactement. Comme tu dis, les entreprises ne sont plus le même genre de ferme qu'on avait dans le temps, l'héritage québécois. Tout le monde avait des fermes, mais c'était plus un mode de vie. Le mode de vie est encore le même aujourd'hui, mais comme tu le dis, c'est rendu des grandes entreprises qui ont beaucoup... c'est beaucoup plus complexe, que ce soit au niveau, peu importe la production, que ce soit animale, végétale, au niveau dans le bois, la production acéricole, par exemple, bien, c'est plus des petites productions pour le plaisir ou pour mettre du pain sur la table. Oui, c'est ça, mais c'est aussi des restrictions politiques, des grands enjeux qui viennent en ligne de compte, puis ça peut représenter des grands stress pour ces producteurs-là, pour les familles. Tu sais, le petit brin d'herbe, on s'en va voir nos vaches, puis c'est le fun, mais c'est plus ça, gérer une ferme. Tu sais, on ne va pas juste voir Marguerite, on est dans la paperasse, on est dans la gestion, aussi tout ce qui est MAPAC, hygiène. C'est comment se retrouver dans tout ça, mais c'est comment s'y apprendre, parce qu'on probablement que la plupart savent comment élever du bétail, par exemple, élever des vaches laitières, mais ensuite, toute la partie entreprise, toute la partie respect des normes sanitaires, etc.,
ça se fait sur le tas pas mal. Sur le tas, puis au-delà de ça, il y a aussi la gestion de l'entreprise, mais la gestion du personnel. Ben oui, c'est rendu avec des employés maintenant, là. C'est pas... Oui, il y a encore plusieurs belles entreprises, qu'il y a peu d'employés, que c'est encore des entreprises familiales, puis je souhaite qu'on les oublie pas parce que c'est surtout ça qu'on a au Québec. Oui, il y a des grandes entreprises, mais il y a aussi ces productions-là qui sont remarquables, puis il faut le nommer, là, c'est ça. Je souhaite le soulever, mais c'est aussi de la gestion de personnel. On le connaît au Québec, on entend souvent ça dans les médias, il n'y a plus de personnel, on est toujours en recherche d'employés. Bien, le milieu agricole ne s'en sauve pas, au contraire, c'est un des milieux qui est surtout touché. On la cherche, la main-d'œuvre, il n'y en a pas ou il y en a très peu. Oui. Fait que ça aussi, c'est un stress qui vient en ligne de compte. Les producteurs peuvent ressentir du stress. Je pense que c'est une des professions que, oui, les producteurs... C'est une des professions, des métiers que le stress est présent, mais il y a aussi ça qui influence leur Puis niveau aussi, de stress. c'est pas du 9 à 5. Non, exactement. C'est des heures, des nombreuses heures, ça prend de la passion. Puis je pense que les producteurs du Québec, ils en ont une passion, là, sinon ils ne seraient pas là pour nourrir... Du lundi au dimanche, il n'y a pas de fin de semaine. Non, c'est ça. Il n'y a pas de fin de semaine. Les gens font ça avec passion, mais c'est ça. Mais on n'a pas le choix de penser aussi, dans certains contextes, qu'il y a du gaspillage alimentaire. Puis je me mets à la place de quelqu'un qui travaille, je dirais pas jour et nuit, mais quasiment, qui travaille à tous les jours, puis qui doit se dire à un moment donné, bien, il y a une partie de cette production-là que je fais qui servira à rien finalement, parce que dans comment le commerce alimentaire est fait, bien, il y a une partie qui ne répondra pas aux normes qui va devoir être gaspillée. Puis je pense que, tu sais, l'expression la ferme à la fourchette, là, je pense qu'on ne comprend pas encore ce cheminement-là de comprendre que le lait qui sort, ou peu importe, le radis qu'on enlève de la terre, tu sais, il s'en va où, puis il se rend jusqu'à où dans notre assiette. Si on pouvait promouvoir ça, puis en tant que citoyen, reconnaître la richesse qu'on a au Québec par rapport aux beaux aliments de qualité, puis les gens derrière qui travaillent, bien, peut-être qu'on n'en serait pas là, puis il y aurait beaucoup moins de gaspillage alimentaire. Si on repensait à la façon qu'on gère notre alimentation, nos produits, valoriser, reconnaître nos entreprises, bien, c'est ça, on n'en serait peut-être pas là à parler de gaspillage alimentaire. Pour toi, comme travailleuse de rang, c'est quoi je dirais les symptômes ou les cas typiques qui se tournent vers toi pour avoir ton coup de main? C'est très, très, très diversifié, je vous dirais. Tu sais, nous, on est comme la référence de relations d'aide pour les producteurs agricoles. Fait qu'on est comme un service de première ligne. Fait que c'est très, très diversifié, là, les problématiques qu'on peut avoir. Bien souvent, le premier symptôme, là, c'est le stress. Les gens me disent « je suis stressée, je suis fatiguée ». Puis là, après ça, en grattant un peu, bien là, on se rend compte qu'il y a plusieurs problématiques. C'est des problématiques qui peuvent toucher n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde, la vie courante. Là. Un conflit interpersonnel avec leur conjointe, un deuil, une séparation, des difficultés quelconques. Mais bien souvent, c'est des difficultés qui expriment la réalité agricole qui est tout de même assez difficile par rapport aux politiques qu'on parlait tout à l'heure. Oui, il ressent un stress, mais il y a des choses qui ne sont pas contrôlables par rapport aux nouvelles lois ministérielles, par exemple, ou à la température. C'est surtout ça. C'est un des choses une des choses très importantes qu'il ne faut pas oublier. Là, aujourd'hui, il pleut. Là. Bien, il y a peut-être des producteurs que ça faisait longtemps qu'ils regardaient la température, qui avaient organisé leur récolte en fonction « Ah, je vais peut-être faucher mon foin ou battre mon blé. » Il a pogné à pluie. Bien là, il a pogné à pluie. Fait que là, il y en a peut-être présentement qui vivent un grand stress parce qu'ils ont peur du prochain gel. Il y a eu certaines régions qui ont eu du gel, là, ou peut-être une possible neige là, dans le territoire québécois. Bien, ces producteurs-là, ils l'ont ressenti, puis ils se sont peut-être rongés les ongles toute la nuit parce qu'ils ont pensé à ça. Fait que ça, c'est une genre de situation qu'on a interpellée. Ça peut être des événements tragiques aussi, des accidents sur les fermes, des enfants qui se blessent également. Ça peut être des incendies, ça peut être des grandes... Tu sais, mettons, je pense aux entreprises qui sont sur le bord des berges, ça peut être une inondation. Tu sais, ça peut être toutes sortes de situations. Mais est-ce qu'ils t'abordent en parlant de leur état à eux émotionnel ou vraiment du problème? Parce que, tu sais, c'est dur de parler de nos émotions puis de dire hey, « ça va pas, je suis stressée ». Je m'imagine plus difficilement
des cultivateurs, des producteurs. Moi, j'aime le mot cultivateur, je vais arrêter de le dire un jour. Là. Mais non, Bien, mais des c'est producteurs de s'épancher là-dessus, sur leurs émotions. Ouais. Est-ce que c'est encore tabou? Est-ce que tu moi, ouais, c'est-tu tabou? Oui, c'est tabou encore. Mais moi, ce que j'observe, puis ce que mes collègues observent, c'est que ça tend à changer. Puis c'est un peu aussi ce qu'on voit là, dans toutes les belles recherches au niveau de la réalité masculine. Je pense à Gilles Tremblay, à Philippe Roy, des chercheurs là, des Universités Laval, l'Université de Sherbrooke. Ça tend à changer par rapport aux émotions, mais pour parler plus spécifiquement du milieu agricole, moi, ce que j'observe, c'est que les producteurs, là, je parle des hommes, là, les femmes, c'est autre chose. Les hommes en bas de 40 ans, là, c'est beaucoup plus facile de parler de leurs émotions, de nous interpeller, de demander de l'aide. Puis même au niveau de la façon qu'ils gèrent leur temps, ça va être beaucoup plus important, le temps avec leur conjointe, leur famille. Leur rôle de papa aussi va être beaucoup plus important. Ils vont vouloir s'impliquer par rapport à la vie familiale, par rapport à leur vie sociale avec leurs amis, voisins, etc. Pour les hommes plus âgés, je dirais, 40 ans, mais je dirais même plus 55 et plus, c'est encore plus difficile. Pas parce que c'est pas important pour eux, je pense qu'il y a aussi un héritage générationnel, certaines valeurs aussi qui rentrent en ligne de compte. Mais ça va être plus difficile pour eux de parler de leurs émotions, de demander de l'aide, parce que le portrait de l'homme fort, qui n'a pas besoin d'aide, l'agriculteur, vous voyez le stéréotype, là, oui, c'est un stéréotype, mais c'est encore présent, Puis je pense que ça tend à défaire. Je pense que c'est en faisant de la prévention, en parlant de santé mentale, puis de l'importance de prendre soin de soi, puis de s'arrêter, puis de demander de l'aide, probablement que ça va tendre à changer. On a parlé aussi de la transition des fermes, ou est-ce que c'est des fermes ou des exploitations ou des entreprises? Est-ce que ça se peut que la génération qui suit, celle qui va prendre en charge les fermes maintenant, bien, c'est des gens qui sont allés au cégep, à l'université, qui ont étudié, qui sont justement... qui ont vu la réalité qui s'en venait, puis que c'était plus une entreprise que vraiment plus la ferme familiale. Donc, est-ce qu'eux ont plus de moyens, si on veut? Oui, peut-être. Si je comprends bien ta question, c'est ça. Je pense que les nouvelles générations, c'est pas nécessairement... il y a comme une transmission de l'entreprise, mais c'est plus parce que, je viens de finir mon secondaire, puis je vais reprendre l'entreprise. Il y en a qui poursuivent des études supérieures. Est-ce que c'était vers là que tu voulais t'en aller? Fait que peut-être que ça aussi, ça a une incidence sur la façon de voir leur entreprise, puis de voir le monde aussi, puis peut-être de leur compréhension de tout ça. En tout cas, c'est peut-être à réfléchir. Et je me demandais s'il y a une incidence aussi, le fait que, comme ils sont un peu travailleurs autonomes à la maison, pris toujours dans le même carcan, et sont vraiment pris avec la météo, etc., est-ce qu'il y a une prévalence? Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'indices, d'indicateurs qui diraient que tu as plus de suicides, plus de dépression, plus de ci, plus de... Ou c'est comme ça sort pas? Est-ce que ça pointe plus de « il y a une urgence », là? Bien oui, il y a une urgence parce que c'est pour ça que les travailleurs de rang sont là. C'est pas pour rien qu'il y a eu un mandat, qu'il y a eu de l'argent qui sont versés pour ces causes-là. En fait, c'est suite à un besoin qui a été soulevé via différentes recherches. Fait que oui, les producteurs sont plus à risque de suicide, puis c'est vraiment de tomber carrément dans le mille, là, par rapport à leur isolement, par rapport à leur sexe. Par rapport à toutes les valeurs agricoles, comme on parlait un peu plus tôt, ça a une incidence, carrément. Oui, ça met la table. Oui, c'est ça. Bien, Diane, comme tu l'as si bien dit, on va mettre la table pour la question du public. Bien, la question du public vient de Paul André, mais qui a une conjointe aussi. C'est ça, c'est la fermeture de la ferme, tout va mal. Ils disent, mais ça me donnerait quoi d'appeler? C'est vraiment ça. Mais ça me donnerait quoi d'appeler? Bien, Paul-André, qui nous écoute peut-être, toi et ta conjointe, ça te donnerait quoi d'appeler? Bien, en fait, pourquoi pas? Je répondrais carrément comme ça à Paul-André. En fait, je vais me permettre d'expliquer un peu c'est comment nos services fonctionnent. On offre de l'écoute, du soutien et de l'accompagnement de façon gratuite puis confidentielle. Donc, pourquoi pas refuser? Paul-André, tu nommes, Diane, qu'il est au bord de peut-être... la ferme se dissout. Se dissout. Oui. Bien, peut-être que justement,
face à cette situation-là, il aurait besoin de parler à quelqu'un, parler de la situation qu'il vit. Peut-être que Paul-André vit toutes sortes de choses, des inquiétudes par rapport au futur, peut-être une certaine culpabilité de devoir mettre fin à ce projet de vie-là. Fait que pourquoi pas nous appeler puis prendre la peine juste de voir en long et en large la situation, puis peut-être en discutant avec quelqu'un, puis ça va lui permettre de voir la situation de façon différente, puis d'y aller en prévention plutôt que de reprendre à... Fait que tes services sont à la fin, mais ils pourraient être aussi en amont. Exactement, plutôt. Puis c'est aussi ça qu'on désire que les gens sachent, c'est que de ne pas hésiter à appeler avant que la situation prenne une trop grande ampleur dans leur vie. On ne veut pas que les gens se rendent au suicide. C'est triste à dire de le nommer carrément de cette façon-là, mais on ne veut pas que les gens se rendent là. Fait appeler avant que la situation dégénère, prenne une trop grande place dans vos vies. Mm-hmm. Mais sans nécessairement appeler... il y a moyen aussi, des fois, de prendre une pause. Oui, exactement. Parce que c'est beaucoup de responsabilités, avoir une entreprise agricole. Oui, prendre une pause. Puis des fois, la pause, est difficile à prendre. Quand tantôt, on parlait de surcharge de travail, de manque d'employés, bien, des fois, il y en a qui disent, bien, je ne peux pas prendre de pause, j'ai personne pour me remplacer. Bien, des fois, c'est juste de réfléchir, OK, oui, malheureusement, il n'y a personne pour te remplacer, mais y a-t-il quelque chose dans ton orientation de ton travail que tu pourrais te permettre? Tu sais, au moins te permettre 3 repas par jour, de te permettre de dormir, mettons, 7 heures de sommeil, tu sais, d'au moins d'appeler, puis peut-être que la travailleuse de rang va pouvoir juste prendre le temps de dire « Hey, on essaye tout ça ensemble », puis ça sera toutes sortes de stratégies qu'on pourra mettre en place avec la personne pour améliorer son quotidien puis son bien-être. Puis son état général. Mais ça, je pense que c'est la base de prendre soin de soi. Parce qu'on sait qu'il commence à 5 heures, puis la nuit, on entend des fois des faucheuses, là, le soir tard, là, il faut qu'ils le fassent. Surtout à ce temps-ci, là, tu sais, le temps des récoltes, bientôt, après les fêtes, ça va être les érables, bien souvent, le temps des sucres, là. Puis bien souvent, c'est des productions qui sont jumelées à une autre production. Fait que c'est des grosses années là, pour nos produits. Bien, à la longueur d'année, c'est une grosse période. Y a-t-il une période de répit dans l'année d'un producteur? Bien, je pense que ça dépend. Bravo. Tu l'as rattrapé juste après? Oui, le cultivateur, il a passé en dessous. C'est ça? Bien, je pense que ça va dépendre des productions. Il y a des productions qui sont un peu plus exigeantes. Tout au long de l'année. Il y a des productions qui sont exigeantes, mais qui vont avoir un certain répit. Tu sais, je pense à nos maraîchers, fruitiers. Il y a une certaine période, veut pas, qu'ils ne peuvent pas produire, tout dépendant de leur production, bien sûr. Là. Mais c'est sûr que l'hiver, bien, il n'y a pas beaucoup de fraises qui poussent. Là, tu sais, à moins qu'il y ait des serres, peut-être. Mais fait que ça dépend vraiment des productions. Donc, ils ont de la planification quand ils ne travaillent pas. Ouais, fait que malgré tout, il y a c'est quand ça. même... Fait au final, oui, la saison est peut-être plus tranquille. Mais ils restent préoccupés. Exactement. Parce qu'il faut qu'ils prévoient l'année qui s'en vient. Oui, c'est ça. Où ils vivent leur stress parce qu'ils viennent de se rendre compte qu'ils n'avaient pas vécu une si bonne année de récolte. Quand ils font le bilan, c'est ça. La réalité les rattrape. Puis pour, par exemple, une personne comme Paul-André, je ne sais pas si, et sa conjointe, je ne sais pas si ces gens-là ont des enfants ou pas, mais quelqu'un qui veut faire la passation de sa ferme, mais que ses enfants ne veulent pas poursuivre, ça doit quand même créer un autre type de stress chez eux. Oui, exactement. Ça peut créer un stress, puis peut-être même une certaine déception, parce que... puis encore là, c'est pas pour tous les producteurs qui vont vivre ce genre de situation-là, de déception, mais pour plusieurs, bien, c'est ça, c'est une certaine tristesse de ne pas laisser cet héritage-là. Mais je pense que l'important là-dedans, c'est de se rappeler que tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent dans la vie. Puis, mais comme tu dis, c'est rendu des business. Fait que des fois, passer l'entreprise, bien, c'est des millions de dollars, puis il y a des hypothèques, il y a des prêts. Ça se fait plus comme je te lègue la fermette avec Marguerite, puis sois heureux. C'est plus ça. C'est plus aussi champêtre. Oui, c'est ça. Puis peut-être que dans le cas de Paul-André, plutôt que de se tourner vers ses enfants, il pourrait se tourner vers une relève
avoisinantes, là, avec les services d'artère, peut-être que ça pourrait être un jumelage qui pourrait être possible, par exemple. Dans ce cas-ci, je ne veux pas trop m'avancer, je pense que les gens de l'artère seraient mieux placés pour présenter leurs services, là. Mais en fait, peut-être que Paul-André pourrait être jumelé avec une jeune relève, un jeune ou un couple ou une famille qui voudrait reprendre cette entreprise-là. Donc, peut-être que ça pourrait être une avenue pour Paul-André, mais si Paul-André ne le sait pas, il pourra faire affaire avec directement Artère ou avec une travailleuse de rang qui pourra lui présenter ces avenues-là. Tant qu'on ne te le demande pas, on ne le sait pas. Exactement, Paul-André. Dans le fond, il faut lui faire faire du kilométrage. C'est ça. Faut que tu pognes la route. C'est ça. Mais toi, en tant que travailleuse de rang, tu vas être en mesure de réorienter ces personnes-là vers les organismes qui pourraient leur venir en aide. En étant un service de première ligne, on est un peu comme des généralistes, un peu comme quand on se fait mal au genou, on a mal, je vais aller voir mon médecin, juste voir mon médecin de famille. Là. Puis là, le médecin va faire « Ah, ouais, c'est vrai que tu as mal au genou, je vais te faire passer une radio. » Fait qu'il monte voir un spécialiste. Moi, je suis un peu comme un médecin. Là, c'est une comparaison tout de même assez vulgaire. Là, mais c'est correct, non? On généralise. Hein? Oui. Fait que moi, je suis un peu ce médecin-là, tu sais, dans le sens que moi, je suis face à la personne qui a une problématique, je prends le temps de l'écouter, de le soutenir. Puis si je me rends compte que je ne suis pas nécessairement la bonne personne pour l'accompagner, bien, je vais référer à un organisme, à un service beaucoup plus spécialisé qu'on a dans notre communauté. Puis je ne vais pas juste le référer, je vais probablement même l'accompagner, lui présenter cet intervenant-là que probablement que je connais déjà. Tu es notre infirmière pivot. Ben oui, pourquoi pas. Hein? C'est elle qui a dispatch. Qui pivote. Oui, qui pivote. Super. Bien, Lisa Pierre, j'allais dire Marie-Pierre. Lisa Pierre, merci beaucoup de ta présence. Puis j'espère te voir dans tous les rangs de la MRC. Ce serait le fun, hein? Il y en a pas mal. Il y a des beaux coins à visiter aussi. Oui. Oh, oui, il y a des beaux coins de Québec. Bien, j'invite les gens, si je peux me permettre, là, de ne pas hésiter à nous appeler. Je pense que je l'ai nommé tout à l'heure. Mais tout de même, de ne pas hésiter. Puis si dans les communautés, il y a des gens qui aimeraient me rencontrer, que ce soit au niveau municipal, des organisations, qui n'hésitent pas à m'interpeller. Puis ça va me faire plaisir de rencontrer ce beau monde-là. Puis je pense que c'est en étant tout le monde ensemble qu'on peut faire une différence. S'il y a quelqu'un qui s'inquiète pour un proche, pour un voisin, pour un client, même chose, n'hésitez pas à nous appeler. Puis à ce moment-là, on viendra en aide à cette personne-là. C'est tombé dans la bonne oreille. On va avoir un rendez-vous, c'est sûr. Ben voilà. Alors, l'invitation est lancée. De notre côté, on se dit à la semaine prochaine.